Kaan Okaz, un lycéen de 17 ans et otaku passionné de jeux vidéo, est assez préoccupé de ne pas avoir de petit ami et vise à changer cela dès qu'il le peut. Un après-midi habituel, il s'est connecté à son RPG préféré et lutte contre un raid en solo d'un dragon. Épée longue en main, mais comme tout grand épéiste, Kaan essaie d'exécuter un long mouvement ultime de charge, mais échoue lamentablement en se faisant attaquer pendant qu'il charge sa compétence. Il se tourmente sur les moyens de vaincre le dragon quand quelqu'un lui envoie une demande de chat dans le jeu. Après avoir accepté l'invitation de Flora, il n'hésite pas à accepter sa prochaine demande. Après tout, comment Kaan pourrait-il jamais refuser les avances d'une belle fille qui montre peut-être de l'intérêt pour un garçon aussi responsable, décisif et organisé que lui? Kaan a peut-être rencontré la femme de ses rêves en ligne, un personnage joli dans le jeu, une voix mignonne et féminine, et surtout, quelqu'un qui le drague. Il accepte sans condition sa demande d'aide dans la vie réelle, prêt à aller même dans la préfecture voisine en une journée pour la rencontrer. Flora lui dit de ne pas s'inquiéter de tout cela, car elle le rencontrera bientôt. Nous sommes plongés au milieu d'une poursuite à grande vitesse. Un carrosse royal robuste avec une petite fille à l'intérieur est poursuivi par des transporteurs de troupes mécanisés avec des tourelles. L'un des tirs touche la calèche, l'immobilisant. Des troupes des deux côtés se déversent et se retrouvent face à face. Les gardes de la calèche tombent un par un, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Même en infériorité numérique, l'homme qui se faisait appeler Steel Sanglane déclara qu'il n'oublierait jamais son devoir, quelles que soient les circonstances. Le lieutenant à la tête de la brigade, Variation, dégaine son épée et en quelques secondes est écrasé par Kaan sur sa chaise pivotante tombant du ciel. Kaan n'a aucune idée de comment il est arrivé ici, mais il est entraîné par le groupe de la petite fille. La petite fille se révèle être Écarlate Jupetress Sainte Puria, la 36e princesse de Sainte Puria, et son groupe parvient à s'échapper dans une forêt à la périphérie de Sainte Puria. Kaan est bombardé de questions avant même de pouvoir reprendre son souffle. Il n'a pas encore accepté cette situation, même s'il pense que tout cela pourrait être un rêve. La princesse le ramène à sa réalité actuelle avec une réplique. Son cadre fantastique est complètement chamboulé, avec des noms de lieux clichés, une petite peste pour princesse, du courage sans la dépression, et qui aime les chats, Cinglin, et la forte, mature et charmante Marianne Dale, qui pourrait être son intérêt amoureux potentiel, étant transgenre et non une femme comme il le pensait. Variation retourne à leur camp militaire pour faire son rapport à son chef, Héropeil Dukakis. Idi Kaan obtient un peu plus d'informations sur ce monde fantastique et sa situation. Il apprend les objectifs de son nouveau groupe et la raison pour laquelle ils sont poursuivis. La princesse Écarlate, la fillette de 8 ans déjà aussi mature qu'un adulte, se rendait vers la capitale pour épouser Lord Jugelberg dans le cadre d'une alliance politique. C'était la faction militante qui les avait attaqués, car elle ne voulait pas que l'alliance se concrétise. Le groupe se dirigea vers la ville la plus proche après que Kaan ait décidé de la récompense qu'il voulait pour les avoir sauvés de leurs poursuivants, une paire de chaussures. Mais ils doivent encore rester sur leur garde pour d'éventuels suiveurs dans cet endroit. La prudence a porté ses fruits. Cinglin remarque 2 soldats les suivre, et il s'engouffre dans une ruelle pour les semer. Les réflexes de Kaan sont apparemment aussi terribles que son choix de chaussures. Marianne Dale sort les armes dans le combat à l'épée, tandis que les soldats apportent les lance-roquettes. Comment Kaan s'est-il retrouvé mêlé à tout cela, en effet? En semant les soldats, ils utilisent des tunnels souterrains pour se diriger vers l'est des portes, hors de la ville. En jugeant à tort le calme comme une évasion réussie, Kaan conduit tout le monde à découvert pour être accueilli par Erumpil attendant avec son Almaguir. Cinglin et Marianne sont tous deux repoussés d'un seul coup et Kaan voit son épée se briser aussi. Il se relève avant qu'Erumpil ne puisse faire quelque chose à la princesse. Cela l'encourage à utiliser toute sa force de Kaan pour briser sa détermination et se débarrasser de la nuisance qui a réussi à prendre son lieutenant par surprise. Kaan manifeste son dragon intérieur et vainc Eric de la même manière que son personnage a été vaincu dans le jeu, sauf que cette fois-ci en donnant un coup de pied à Eric dans les testicules aussi fort qu'il le peut avec ses nouvelles chaussures à pointe. Le groupe s'est échappé de la ville en semant leurs poursuivants, et Kaan s'est également emparé de l'épée Almaguir d'Eric. Bien qu'il n'ait toujours pas de réponse claire quant à ce qu'il envisage de faire, la princesse Écarlate saisit l'opportunité et le nomme chevalier, bien que sous l'influence de Cinglin. C'est une nouvelle journée ensoleillée et Eric se réveille dans une chambre d'hôpital bien décorée et sereine. Mais cet environnement n'apporte aucun soulagement du traumatisme qu'il a subi l'autre jour. La porte de la chambre s'ouvre, laissant l'aura menaçante s'infiltrer. Un médecin avec des lunettes ultra réfléchissantes se tient comme porteur de mauvaises nouvelles. Eric doit désormais vivre en accord avec ses initiales. Il a été profondément et définitivement marqué et jure de se venger de celui qui se faisait appeler Dété. Kaan ne peut toujours pas accepter sa position de chevalier, un serviteur de la princesse. Ce n'était pas comme s'il avait eu le choix et il n'avait pas beaucoup de connaissances sur ce monde pour s'appuyer, se lançant souvent dans des diatribes sur la façon dont il avait été forcé de s'inscrire à ce travail. À chaque tournant, Cinglin lui rappelle que c'était un ordre officiel de la princesse de l'Empire de Sainte Puria et ses protestations n'ont aucun poids.
Il n'a pas d'opinion sur la valeur de sa vie. Du moins, selon la princesse, il n'aurait pas à se soucier de son prochain repas dans ce poste. Kahan sort en trombe dans un accès de rage et comme prévu, rien de valeur n'est perdu et personne ne le poursuit. Sanglin et Marian discutent de leurs prochaines étapes et décident de continuer vers la capitale, mais cette fois en plus petit groupe, sans soldats supplémentaires comme dans le char, afin de ne pas attirer l'attention indésirable ou ralentir. Se déplacer rapidement et discrètement en petits groupes semble être la meilleure option. Les bataillons félicitent Eric pour son rétablissement sans savoir ce qu'il a perdu de précieux. Il est constamment rappelé à sa douleur et à son embarras et il se dirige vers la tente. Kahan, sans se soucier de l'économie de batterie dans ce monde fantastique, profite de la musique d'ouverture d'Ixion Saga d'été à l'ombre d'un grand arbre près de la rivière. Marion arrive et l'emmène faire une promenade pendant qu'elle fait des courses. Elle demande à Kahan de reconsidérer son départ et l'informe du prestige qui accompagne le rare titre de chevalier. Il se dirige vers le pigeonnier pour utiliser les services d'oiseaux comiquement grands. Ces pigeons voyageurs sont le mode de communication le plus courant dans ce monde, seule la capitale ayant le luxe de la communication Alma. Erupil Jukakis va faire un rapport sur sa mission. Ils n'ont pas encore trouvé la princesse, mais sont prêts à partir à tout moment une fois qu'ils l'auront trouvée. Son supérieur veut que cette mission réussisse dès que possible pour arrêter les progrès de la faction moderne dans leur empire. Eric doit aussi récupérer son épée de Khan. Il rit, pensant que même si Khan a l'épée Almagear, il ne peut pas l'utiliser et ne représente pas une véritable menace avec elle. Il ne savait pas que même si Kahan ne savait pas comment l'utiliser, l'épée était toujours utilisée pour couper des arbres proprement et recevait un traitement assez rude. Kane et Kahan parlèrent de l'arme et en même temps, Eric était occupé avec son rapport. Bien qu'il conclue que ce n'était pas une épée normale car elle a un cristal d'Alma attaché au pommeau et une gâchette près de la garde et que leur poursuivant a pu les balayer d'un seul coup, ils ne pouvaient pas exploiter ce pouvoir pour eux-mêmes. Kane ne pouvait sentir aucune énergie d'Alma émise. À la déception de Kahan, ses plans pour vendre cette épée dysfonctionnelle à profit énorme ont été interrompus par la princesse Ikari qui l'a appelé pour une discussion. Elle l'emmène au sommet de l'une des tours de la ville et explique soigneusement l'état du monde dans lequel il se trouve. Pour empêcher que cet équilibre des pouvoirs ne soit perturbé et que le monde ne brûle dans les flammes de la guerre, il était important qu'elle sécurise une alliance avec Lord Jugelberg et, bien sûr, qu'elle ne soit pas interceptée par les factions militantes pendant ce processus et tuée. Elle demande sincèrement son aide. Kahan essaie d'expliquer que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, y compris les 2 fois où il a réussi à sauver la princesse, étaient des coïncidences. La première fois était un accident, et la seconde, c'était juste que l'ennemi était trop ignorant et vulnérable. Il n'est pas aussi fort que la princesse le croit. Leur conversation est interrompue par des grondements soudains et des tirs de canon. Erapil et son bataillon les ont rattrapés dans cette ville et avec son nouveau char, il prend la ville en otage et menace de raser cet endroit et de tuer ses citoyens avec le feu destructeur de son tank à moins que Dété et la princesse ne sortent de leur cachette. Le groupe de la princesse se rejoint. Kane pense qu'il serait très difficile de s'échapper dans ces conditions, d'autant plus que la ville est prise en otage. Variation lance une grenade et les force à sortir de leur cachette directement sur la place où Eric et ses forces étaient rassemblés. Cela le pousse à tourner son char et à pointer les canons sur le groupe, appuyant sur la détente. À la surprise générale, le tir touche en fait le bâtiment où se trouvaient Variation et Léon. Erac tire une fois de plus et encore une fois, cela ne touche pas Kahan et son groupe, mais plutôt ses propres officiers. Erac semble incapable de viser ou de se stabiliser. Cela lui fait se souvenir de sa honte. Kane ne perd pas de temps pour saisir cette occasion et ouvrir un chemin à Kahan pour utiliser l'épée d'Alma. Évitant les tirs de mitrailleuse, il tranche les chenilles du tank, l'immobilisant essentiellement. Prenant position et poussant le cri classique du protagoniste d'anime, Kahan se prépare à attaquer en utilisant l'Almagear. L'ennemi ne le prend pas au sérieux puisque ces armes ne peuvent être utilisées que par des personnes sélectionnées, appelées Hyperions, car l'homme ordinaire ne peut pas fournir suffisamment d'énergie à l'Almagear. À la surprise générale, Kahan appuie sur la gâchette de l'épée, la faisant briller et absorber l'énergie Alma autour de sa lame. Il se précipite vers le tank devant lui, épée en main, prêt à porter un coup final. À la surprise générale, un nouvel ennemi surpuissant entre en scène et arrête l'attaque de Kahan. Kahan trébuche sur un caillou, l'épée tombe de sa main. En la ramassant, il découvre que le caillou s'est coincé à la pointe de l'épée et que tout l'Almagear ressemble maintenant à un marteau. Erac saisit cette occasion pour tirer un autre coup sur Kahan. Les deux se frappent en même temps et le marteau de Kahan a à la fois dévié le tir du tank et l'a détruit dans le processus. Erapil sort des flammes et court droit sur Kahan avec son épée, mais il ne parvient pas à garder son équilibre. Il est également incapable de viser. Kahan observe cela et le nargue, comprenant parfaitement que tout ce qu'Erac fera échouera, et c'est le cas. Erac saute haut dans les airs, fait une pirouette et utilise la gravité pour se jeter directement sur Kahan, le manquant complètement et son épée traversant le sol comme un couteau chaud dans du beurre. C'était assez impressionnant.
Kahan balance son marteau renforcé par Alma et s'assure qu'Erak maintienne la symétrie à l'avenir. Les officiers de la faction militante vont s'occuper d'Erak à terre et décident de se retirer selon ses ordres précédents. Kahan exprime également sa désapprobation pour le surnom DT qu'ils utilisaient depuis le début. Kane l'empêche d'attaquer les ennemis qui fuient. Il n'a ni besoin ni ne devrait provoquer des adversaires plus forts que lui. De toute façon, Kahan a encore sauvé la situation et le groupe de la princesse lui en est très reconnaissant. Après avoir quitté la ville ensemble, il conclut un accord avec la princesse. Il rejoindrait son groupe et les accompagnerait à condition qu'ils fassent également des efforts pour trouver des moyens de renvoyer Kahan dans son monde d'origine. La princesse accepte et l'informe également qu'il serait pratique pour lui de les accompagner puisque la capitale, nettement plus avancée, doit avoir des installations disponibles qui permettront son retour ou au moins fourniront des indices à cet effet. Au loin, la femme mystérieuse qui suit le groupe de la princesse et surtout Kahan, depuis son arrivée dans ce monde, envoie une petite créature pour le suivre. C'est une autre belle journée ensoleillée. Un autre matin serein dans une chambre élégamment décorée, oui, Erapil se réveille à nouveau dans un hôpital et est immédiatement réveillé en sursaut par le souvenir traumatisant récent de l'incident qui l'a conduit ici. Le mystérieux messager de mauvaises nouvelles se tient dans l'embrasure de la porte. Le médecin l'informe de son état mis à jour maintenant, bouleversant complètement le monde d'Erak. De l'autre côté du monde, la conversation d'avant continue dans le groupe de la princesse. Kahan veut savoir une façon sûre d'obtenir des informations sur comment retourner dans son monde d'origine. Marion pense, comme le prouve le fait qu'il est capable d'utiliser librement l'énergie d'Alma et qu'il est tombé du ciel, que Kahan pourrait venir d'Olvidia. Olvidia est un continent mythique qui a été élevé dans les cieux par les Ixians il y a longtemps. Kahan en apprend davantage sur la connexion entre les Ixians et les cristaux d'Alma, comme celui attaché au pommeau de son épée qu'il a emprunté à Erapil pour une durée indéterminée. En marchant le long de la route, ils ont croisé une petite créature. C'est la même que celle que la femme mystérieuse qui les observait a envoyée. Marion et Kane sont instantanément charmés par la petite créature, et elle fait de son mieux pour leur plaire également. La créature s'approche de Kahan, mais il reste ferme en l'ignorant et en continuant leur voyage. Il part constamment sur une tangente folle avec des raisons pour lesquelles il devrait ignorer la petite créature. Pendant ce temps, de l'autre côté, les officiers de la faction militante après la princesse sont rassemblés en cercle. Ils discutent du départ soudain et indéfini d'Erapil de son poste. Il semble y avoir beaucoup de rumeurs et de spéculations autour de cet incident, à commencer par un congé médical ou une punition pour avoir perdu un char d'assaut. Nous apprenons enfin le nom de ce groupe de poursuivants, Incognito. La princesse et son entourage se demandent à propos du comportement de Khan de la matinée précédente. Il a clairement montré qu'il ne voulait rien avoir à faire avec la petite créature qu'ils ont rencontrée et a persuadé tout le monde de la laisser derrière. Mais en même temps, derrière les portes closes de sa chambre d'amis, Khan se réveille sur un futon, curieux de savoir où se trouve et si la créature qu'il a décidé de laisser derrière lui est en sécurité. Il s'endort. La porte de sa chambre s'ouvre en grinçant, révélant de petites pattes, la vie tragique qu'il a eue quand, dans son enfance, il a sauvé 2 chatons et obtenu la permission de sa mère pour le soleil, se lève le lendemain matin. Khan semble avoir du mal, sa poitrine se sent étouffée. Il n'y a aucun signe du sommeil confortable qu'il était censé avoir. Ses yeux s'ouvrent pour remarquer le poids lourd sur sa poitrine et il se lève d'un bond avec un cri fort. Le reste du groupe se précipite après avoir entendu ce bruit surprenant et découvre une scène où la créature de la veille est sur le futon regardant Khan, qui est coincé dans un coin par aversion. La même ambiance que la veille s'ensuit, avec Marianne et Cinglin tous en faveur de garder la créature, tandis que Khan ne veut rien avoir à faire avec elle. Les deux côtés sont assez fermes sur ce point, puisque la créature les a apparemment suivis jusqu'ici. Marianne déclare qu'elle en prendra la responsabilité. En réponse, nous sommes introduits au personnage secret du spectacle. Le vieux qui harcèle Khan fait son apparition et essaie de convaincre tout le monde de se ranger à son avis. Il utilise toutes les excuses possibles et est confronté à des contre-arguments tout aussi convaincants et absurdes de la part de Marianne et Cinglin. Après que la princesse déclare qu'elle n'interviendra pas et laisse Marianne faire ce qu'elle veut, Khan élabore un autre plan pour se débarrasser de la créature. Il essaie d'acheter des pièges, de capturer et d'empoisonner, mais est arrêté par quelqu'un à chaque fois. Ils tiennent une autre réunion sur le comportement suspect de Khan. Il essaie encore d'éviter leurs raisons avec les excuses les plus étranges possibles. Marianne finit par le coincer et lui dit d'être honnête. Cette fois, Khan s'ouvre sur son passé, les accueillir, les nourrir et s'occuper d'eux, mais après tout cela, les 2 chatons semblent le détester. Il ne veut pas que cela se reproduise dans ce monde non plus, ce qui était sa véritable raison derrière ce comportement étrange. Tout le monde lui dit de donner une chance à la créature. Peut-être que ce ne sera pas comme avant, car il n'était pas trop tard pour se réconcilier avec la créature. Il essaie de la caresser. La créature a mordu toute sa main.
Une bataille épique s'ensuit après qu'ils décident tous les deux de ne plus être gentils l'un envers l'autre. La fin est complètement détruite après que Khan utilise même son épée Alma. Il s'épuise et s'évanouit après que la créature lui cogne le visage. Le groupe décide de prendre la créature, avec Marianne en étant responsable. Ils continuent leur voyage vers la capitale. S'arrêtant pour une pause rapide sous un arbre, un autre combat éclate entre la créature et Khan, après qu'elle s'enfuit avec sa part de nourriture. Alors que la comédie s'ensuit, le groupe décide de nommer la créature. Après un long débat, Khan informe tout le monde qu'il s'appellera désormais Pet. Mais loin de là, Eric Pyle et Variation sont en route vers le domaine familial d'Eric. Il est toujours en congé et Variation a proposé de le ramener chez lui pour se reposer. Le domaine des Dukakis est habituellement inoccupé, avec le majordome qui entretient les lieux. Mais ce jour-là, la fiancée d'Eric, Amelia, était en visite. Elle voulait l'accueillir après avoir entendu parler de son congé et de ses cicatrices de bataille. Il est évident qu'elle se soucie profondément d'Eric. Elle accueille chaleureusement Variation aussi, le subordonné qui a sauvé Eric sur le champ de bataille. Ils entrent et le majordome, puisque c'est un isekai, le majordome s'appelle bien sûr Sébastien, montre à Variation sa chambre d'amis. Dans une autre pièce, Eric respire l'air calme de sa maison et la présence accueillante de sa fiancée aimante. Amelia profite de cette occasion pour lui donner un baume pour ses blessures. C'est une vieille recette transmise dans sa famille et qui est réputée très efficace. En entendant la question sur l'endroit exact où il a été blessé, il tombe dans une crise fictive qu'il se crée dans sa tête. Il tient beaucoup à Amelia également et ne veut pas qu'il y ait une rupture entre eux. Mais ces cicatrices de la défaite étaient très préoccupantes et faisaient courir son esprit avec des fantasmes où chaque futur possible où il s'ouvre à Amelia sur son état se termine par son départ et aussi par le ternissement de son honneur à jamais devant tout le monde. Après beaucoup d'angoisse, il a décidé qu'il valait mieux garder le secret. Il refuse le baume, la rendant involontairement triste. Il quitte la pièce et sort du bâtiment avec Variation, prévoyant de partir. Sébastien et Variation sont tous deux mal à l'aise face à la tension ambiante et à son comportement envers Amelia. Eric est finalement convaincu d'emmener Amelia avec eux. Son visage s'illumine instantanément lorsqu'Eric l'appelle. Le voyage en voiture vers leur destination, un lac dans les bois, a permis à Eric de continuer son flot de pensées sauvages d'avant. Il ne peut toujours pas imaginer un avenir où Amelia ne le quitte pas après avoir découvert la vérité. Au bord du lac, les pensées intrusives reviennent le hanter lorsqu'elle lui pose une question sur leur avenir de manière ludique. Son insécurité et son traumatisme sont déclenchés involontairement et il s'en va. Amelia est inquiète de son comportement récent et demande à Variation au sujet de ses blessures pour découvrir qu'il n'a laissé personne d'autre savoir non plus. Le trio est de retour au domaine alors que le soleil se couche. Ils sont accueillis par deux parents éloignés d'Eric, nommés Limpus et Gabriella, qui essaient immédiatement de donner à Eric un médicament secret transmis dans sa famille. Eric le rejette d'abord, mais en entendant qu'il est très efficace pour régénérer les blessures et qu'il suffit de le boire, il l'accepte. Amelia en est blessée, car Eric avait fermement refusé de lui donner le baume plus tôt. Il lui semblait qu'il faisait plus confiance à ses parents éloignés qu'à sa fiancée. Tous avaient leur dîner préparé plus tôt que d'habitude. Sébastien a préparé la nourriture et les boissons à temps, comme demandé. De retour dans leur chambre d'amis, les deux frères et sœurs exécutent le plan qu'ils ont préparé. Limpus le prépare pendant que Gabriella se prépare avec du maquillage et une robe de nuit. Leur objectif est qu'elle séduise Eric Pyle avec l'aide du stimulant et force son entrée dans la famille Dukakis par le mariage. En même temps, Limpus consolerait Amelia au cœur brisé et l'attirerait pour qu'elle l'épouse à la place. De cette manière, ils s'assurent suffisamment d'influence et de finances pour raviver leur propre famille, qui traverse des moments difficiles. La potion terminée est apportée à Eric par Gabriella, qui est dans sa chambre. Elle le fait boire, s'allonger, et crée une situation où elle crie et tous ceux qui viennent répondre sont accueillis par la vue apparente d'Eric, la forçant à se coucher. Son frère s'assura avec des commentaires bruyants et irrationnels que tous les efforts d'Eric pour dissiper ce malentendu seraient vains. Leur objectif est de s'assurer qu'Amelia est blessée, et il croit que cette scène orchestrée est réussie. Eric veut prouver son innocence et retrouver son honneur, et il propose un duel pour régler cette affaire. L'autre partie accepte. Variation suit les frères et sœurs jusqu'à leur carrosse et écoute leur conversation sur les plans infâmes. Cela confirme également qu'Eric est innocent. Néanmoins, Eric ne se retire pas du duel. Si ce n'est pour mettre fin aux machinations, c'est pour expier d'avoir blessé Amelia. Tôt le lendemain matin, Eric, Variation, Limpus et Gabriella se rencontrent à l'endroit convenu. Ils confirment les termes du duel et les frères et sœurs attirent Eric à dire qu'il sera seul dans ce combat, sans aide. Limpus fait appel à des hommes de main engagés qui se cachaient à proximité. Tous les 7 s'en prennent à Eric, mais il ne recule pas. En les affrontant tous, il les neutralise rapidement et appelle le dernier adversaire, Limpus. Pourtant, ce dernier appelle sans vergogne un oiseau géant cette fois comme substitut. Eric commence à se fatiguer après avoir combattu la bande et maintenant cet oiseau, mais il ne peut pas demander de l'aide selon les termes de l'accord. Une voix familière l'appelle. Amelia a couru ici pour l'encourager. L'oiseau géant se tourne pour l'attaquer. Cela pourrait tourner au désastre, mais Eric, désormais résolu,
utilise ses pouvoirs d'Hyperion pour la première fois dans ce soi-disant duel et tue l'oiseau avant qu'il ne puisse blesser Amelia, dédiant cette victoire à elle. Seul l'adversaire final et original reste. Limpus essaie de s'en sortir par la parole et Eric lui donne une chance. Mais comme la fouine qu'il est, il donne un coup de pied à Eric dans l'aine dès qu'il se retourne. Il croit vraiment avoir gagné et selon les termes, il obtiendra toute la fortune des Dukakis. Cependant, après toute l'expérience intense, les choses qu'il a traversées pour préparer son corps pour ce jour, Eric est imperturbable. Il est furieux cette fois. La fouine nommée Limpus commence à l'énerver, non seulement pour avoir comploté, ce qui a entraîné la blessure d'Amelia et triché lors du duel, mais surtout pour avoir touché à son insécurité. Il suffit d'un coup de poing ascendant puissant pour le mettre hors de combat, et Eric retourne auprès de ses amis et de sa fiancée. Sébastien et Variation sont inquiets pour lui, car n'importe quel homme serait dans une douleur immense après le coup qu'il a reçu. Mais il balaie cela d'un revers de main en disant qu'il s'était entraîné. Il est temps pour Eric et Variation de partir, car le premier décide d'aller dans un spa approprié pour se concentrer sur sa récupération. Les combats récents ont de nouveau montré son état. Amelia est là pour lui dire au revoir et propose à nouveau le baume médicinal. Eric l'accepte gracieusement cette fois et la rassure qu'il n'y a plus de quoi s'inquiéter. Promettant de revenir bientôt, ils se dirigent enfin vers les sources chaudes de Tamatsukiri. L'échelon supérieur de l'ancien ordre religieux, ceux qui soutiennent Incognito, la faction qui s'oppose à l'alliance que la princesse Écarlate cherche à établir, tiennent une réunion secrète. Les faits de l'affaire sont partagés, ainsi que les nouveaux facteurs qui sont entrés en jeu, retardant les progrès d'Eric Pyle dans la capture de la princesse. L'un des prêtres là-bas emploie les services d'un criminel assoiffé de sang nommé Georg, qui est enchaîné dans les cachots. Il est clair qu'il prévoit de faire quelque chose sans que les autres le sachent, jusqu'à ce que les résultats se manifestent. Pendant ce temps, Cain se demande encore comment rentrer chez lui. Ils ignorent qu'ils sont suivis par Georg. Bientôt, ils arrivent dans une autre grande ville où ils réservent une chambre dans une auberge. Cain partage une chambre avec Saint-Lin et ils s'agitent et se débattent sur le canapé, tandis que l'autre polit et entretient son épée, respectivement. Cain est mal à l'aise à l'idée qu'il leur faudra peut-être encore 2 mois pour atteindre la capitale, où il pourrait trouver des indices pour retourner dans son monde, ou essayer d'obtenir une audience avec les Ixtians, qui faciliteront cela. Marianne entre soudainement dans la pièce, informant Saint-Lin du comportement étrange de la princesse. Elle craint que si c'est bien ce qu'elle pense, ils devront être très prudents avec elle. Marianne emmène Saint-Lin avec elle pour confirmer ses soupçons. Il prend la suggestion et il se précipite vers la chambre de la princesse avec Cain et l'animal de compagnie à leur suite. Écarlate est assise sur le canapé, regardant par la fenêtre avec une expression impassible sur le visage. D'un seul regard, après avoir ouvert la porte, Marianne et Saint-Lin confirment leurs craintes. Troublés, ils prennent immédiatement congé, la laissant en paix, et s'assurent également de faire taire Cain avant qu'il ne fasse quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Ils l'informent de l'état de la princesse. Avoir cela sur la tête est un signe d'une certaine période que les membres de la famille Royal Street Purewa traversent lorsqu'ils entrent dans une période d'hyperactivité sérieuse. Ils éprouvent des sautes d'humeur intenses, ont un appétit vorace et même la plus petite des contrariétés peut les déstabiliser. Une voix passe à travers la porte, disant à Marianne de préparer bientôt de la nourriture pour la princesse. Elle se met au travail sans perdre de temps. Tout l'inventaire de la cuisine de l'auberge est étalé. Il y a un assortiment d'ingrédients débordant sur la table. Marianne énumère 10 recettes somptueuses qu'elle peut préparer avec les matériaux présents. Ce n'est pas suffisant. Elle envoie Saint-Lin faire des courses pour obtenir plus d'ingrédients, tandis que Cain a besoin d'un peu plus de persuasion pour l'accompagner en tant qu'assistant. Il réserve toute l'auberge pour éviter tout dommage collatéral parmi les invités si les choses ne se passent pas bien. Les deux sortent en courant de la calèche vers les allées commerçantes, achètent ce dont ils ont besoin et retournent en trombe à l'auberge. Cain peut à peine se tenir droit avec le poids de seulement 13 des ingrédients sur ses épaules. Saint-Lin profite du voyage de retour pour bien faire comprendre à Cain la gravité de la situation. La princesse est une bombe à retardement et ils ne savent pas ce qui pourrait la déclencher. Ils ne peuvent que marcher très prudemment et écouter ses souhaits. Ils n'en ont remarqué qu'un seul jusqu'à présent. Au pire, si la princesse en a 3 sur la tête, tout va exploser. Même s'il n'a jamais été témoin lui-même de la période d'hyperactivité de la princesse, Saint-Lin comprend très bien quel désastre pourrait s'abattre sur eux et les habitants de cette ville si le pire devait arriver. Cain ne comprend pas pourquoi il a si peur. Après tout, cela ressemble aux divagations capricieuses d'un enfant gâté pour lui. Marianne mène ses propres batailles dans la cuisine de l'auberge, ayant déjà épuisé la plupart des provisions et en attendant d'autres. Elle a préparé beaucoup de plats en grandes portions et ce n'est toujours pas suffisant. Saint-Lin et Cain arrivent, posent les sacs de provisions fraîches et se remettent immédiatement au travail. Ils montent les grandes assiettes remplies de nourriture dans la chambre de la princesse. Écarlate a déjà terminé la nourriture servie un peu plus tôt lorsque les deux arrivent avec un nouveau lot. Elle n'hésite pas à finir cela aussi et leur demande d'apporter plus de nourriture, quelque chose de plus riche cette fois.
Marianne, devant travailler sans pause toute seule, a les doigts engourdis et le corps fatigué. Ce n'est toujours pas une excuse pour s'arrêter, la cuisine doit continuer. De nouveaux plats sont encore préparés et servis à la princesse. Il ne faut pas longtemps pour vider les assiettes. Les chamailleries de Cain et Saint-Lin commencent à l'agacer. Écarlate est à la phase 2 avec le deuxième maintenant. Saint est pâle et en sueur de peur. On lui ordonne désormais de parler comme un chat, mettant de côté la façon de parler qu'elle trouvait agaçante. Il doit ravaler sa fierté et obéir. Ce n'était ni le moment, ni l'endroit pour mettre en danger sa vie ou celle des habitants de cette ville. L'animal de compagnie doit se comporter comme un oiseau. Il n'a pas d'autre choix non plus. Il doit désormais gazouiller et voler. Le soleil va bientôt se coucher. L'esprit de Marianne a depuis longtemps quitté cet endroit. Elle prépare un cochon de lait rôti à la broche. Ramenée à la réalité, elle est encore frénétique à propos de la liste des choses qu'elle doit encore préparer. Dessert, collation et préparation préliminaire pour le lendemain. La santé mentale de Saint-Lin est à un point bas. Il doit parler comme un chat. L'animal de compagnie est fatigué aussi. Personne n'est en bonne condition, ni mentalement, ni physiquement. Cain se demande quelle est la raison qui pousse tout le monde à se surpasser. Il sent qu'il est temps de mettre fin à l'état actuel des choses et il ira convaincre la princesse d'arrêter d'agir de manière si gâtée. Agissant contre les protestations de Marianne et Saint-Lin, il monte parler à la princesse. Il la gronde légèrement et lui dit d'être plus indulgente avec les autres. D'une manière ou d'une autre, à la surprise générale, il parvient à la convaincre de sortir de la pièce et d'apporter elle-même les assiettes en bas. Marianne pense que cela aurait été une expérience presque fatale si les choses avaient mal tourné, même un peu. Saint-Lin souligne que c'était très imprudent. Cain croit toujours que la tempête est passée et que ce n'était pas grave. La nuit tombe et il est temps d'aller se coucher. Juste au moment où les lumières s'éteignent, Georg, l'assassin envoyé par l'ancien ordre religieux, trouve le signal pour se mettre au travail. Il se dirige d'abord vers la cuisine où les lumières sont encore allumées. Si ignorée, la personne éveillée peut alerter les autres, rendant son travail beaucoup plus difficile. Il bondit sur la personne éveillée avec son couteau en avant. Marianne bloque sans effort, presque instinctivement, le couteau entrant avec un fouet. De toute chose, Marianne en forme démon dévaste absolument Georg, qui a interrompu son travail destiné à protéger l'humanité. Après avoir subi des abus physiques et verbaux, il est contraint de renoncer à faire taire la personne. Il n'y a aucun moyen pour lui de retourner là-bas. Il décide de préserver sa vie et de viser la prime principale à la place. Après tout, une petite fille ne peut que crier et pleurer. Elle ne pourrait pas le blesser ou offrir suffisamment de résistance. Il monte les escaliers seulement pour trouver Saint-Lin accroupi et assis contre le mur dans le couloir éclairé par la lune. Il se lève de sa place et commence à marcher vers Georg. Il lui donne un avertissement très sérieux de faire demi-tour sans faire de bruit. Il devrait partir immédiatement pour son propre bien. Georg était sérieusement effrayé à la vue d'un homme adulte, musclé et grand, marchant vers lui sans aucune soif de sang ni air accueillant, et surtout parlant d'une voix de chat. Rester ici plus longtemps ne va pas être bon pour lui du tout. Il s'enfuit immédiatement. Par pure coïncidence, la pièce dans laquelle ils se sont réfugiés pour échapper à l'homme menaçant et miaulant s'est avérée être la chambre de la princesse. Cela devrait rendre son travail beaucoup plus facile. Il s'approche du lit au centre de la pièce et est sur le point de planter son couteau. Ce qui a suivi est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Ce geste menaçait la vie de tout le monde, pas seulement d'une seule personne. Pas très loin, Con vit une vie d'ignorance et de paix bien heureuse. Ce qui aurait pu être une pause toilette comme une autre a été interrompu par un Georg affolé. La porte s'ouvre brusquement et Georg court vers la première personne qu'il trouve et grimpe, se mettant à l'abri. La seule tragédie ici est que les vêtements de Con se mouillent. Georg tremble visiblement, rempli de terreur. Écarlate n'était rien de ce qu'il pensait. Le démon en colère aurait pu mettre fin à sa vie s'il avait été plus lent à s'échapper. Con ne peut pas le prendre au sérieux. Il doit être un acteur engagé pour le convaincre de quelque chose. Ensemble, ils se dirigent vers la chambre de la princesse. Con s'approche du lit pour vérifier son état, mais le trouve vide. La lumière de sa bougie s'éteint, le poussant à se rapprocher de la fenêtre pour un court instant. Georg ressent encore des frissons et se fait surprendre par l'objet de ses peurs. Quelque chose ne va pas ici, Con le sent. Il y a des yeux quelque part au plafond qui le regardent. Il y a une présence étrange dans la pièce et cette présence est extrêmement furieuse. Princesse Écarlate, dans sa phase finale de boss, saute sur Con, le prenant par surprise et le faisant tomber. Ses coups suivants pour éliminer cette nuisance sont assez puissants et rapides pour briser les murs en béton. Cette créature sortie de Bloodborne anéantit les plans d'assassinat de l'ancien ordre religieux et fait en sorte que le criminel notoire Georg ne refasse jamais surface. Les sources chaudes de Tamatsukuri sont l'une des régions spéciales où l'eau contenant des traces de minerais d'albâtre et de minéraux jaillit du sol. Cela rend les sources de cet endroit thérapeutiques et facilite la guérison de toute blessure tout en stimulant davantage le corps. Par pure coïncidence, cette ville de villégiature est la prochaine destination à la fois du groupe de la princesse Écarlate et d'Eric Pyle. Saint-Lin mène le groupe à un hébergement nommé le Jewel Inn.
Les hôtesses conduisent tous les membres à leur chambre réservée. La princesse et Marianne obtiennent une grande chambre avec bain, salle de massage et plus encore, tandis que les garçons ont une petite chambre uniquement destinée à dormir. Ils déposent leurs affaires, enfilent des robes appropriées et se dirigent immédiatement vers les sources chaudes. Kon, dans son excitation, subit beaucoup d'embarras et cela ne s'arrête pas là. Stimulé, il sort en trombe des sources avant d'être découvert. Il ne pouvait pas entrer dans leur chambre après avoir oublié de prendre les clés de Singlin. Eric est guidé vers sa chambre par une hôtesse et il entre dans le même couloir que Kon. Avec le premier cherchant à se venger, s'il voit Kon, il vaudrait mieux qu'ils ne se rencontrent pas. Kon pourrait ne pas avoir de chance une troisième fois, mais la chance n'était pas de son côté ce jour-là de toute façon, avec toutes les portes verrouillées, devant couvrir son entrejambe et étant dans le couloir où il risque constamment qu'Eric le remarque. Il décide de retourner au bain, car Singlin pourrait être son dernier espoir, mais il trouve l'endroit vide. Pour ajouter à la pression, Eric entre dans les bains. Kon se cache et finit par être témoin des prières d'Eric au dieu, quelque chose qui aurait peut-être mieux valu ne pas être vu. Il doit retrouver le reste de son groupe et chercher refuge dans une chambre de toute façon. Il se souvient que Singlin était très excité par le quartier rouge à proximité, donc il y a de bonnes chances qu'il s'y soit faufilé. Kon part à sa recherche et après avoir marché un peu, il en conclut qu'il doit connaître les préférences de Singlin s'il veut le trouver assez rapidement. Cette réflexion le mène à un café à chats où les gens paient pour pouvoir jouer avec les nombreux chats présents, un havre pour les amoureux des petites créatures mignonnes. Et voilà, Singlin était bien là. Il le traîne dehors et l'informe de la situation. Sur le chemin du retour à l'auberge, il doit faire un petit détour par un bain de pied pour échapper à Eric qui semble être à bout de souffle. Bien que les choses devraient se dérouler beaucoup plus facilement maintenant, cela ajoute finalement un autre problème surprenant à la pile de Kon. Il rayonne de manière éclatante. De retour dans leur chambre à l'auberge, l'éclat soudain de l'apparence de Kon ne s'est pas estompé et il a décidé de faire quelque chose à ce sujet. Si c'était l'eau de source infusée d'énergie Alma qui avait causé à la fois la stimulation et la lueur, alors c'est peut-être cela qui pourrait ramener son corps à un état normal. Nonchalamment, il entre dans les bains et l'eau de source fait perdre à son corps sa lueur. Eric était assis tranquillement, presque fondu dans le décor près de Kon, prenant également un bain dans la source. Il le reconnaît et essaie immédiatement d'initier un duel. Il ressent que toute l'existence de Kon est une insulte à Eric, lui faisant perdre son honneur et sa fierté. Puis il continue de lui jeter du sel au visage pendant qu'ils sont dans les sources chaudes. Kon convainc Eric de reporter le combat, car cela causerait certainement des problèmes aux autres et endommagerait les lieux. Ils conviennent de changer d'endroit dès qu'ils auront remis leurs vêtements. Eric tombe dans ses pièges et Kon le prend en embuscade avant le début réel du combat convenu. Il profite pleinement de cela pour s'échapper de la ville des sources chaudes avec son groupe, mettant fin au chapitre des sources chaudes. Le voyage vers la capitale continue. La princesse Écarlate, Singlin, Marianne et le type en mode incognito du navigateur Internet arrivent dans un petit village. Ils occupent d'une table et commandent de la nourriture fraîchement préparée pour leur déjeuner. Les trois ne peuvent s'empêcher de se gaver de la délicieuse nourriture, tandis que Caen, dans sa tenue incognito suspecte, ne peut que les regarder avec envie. Même le plus petit écart dans son costume laissera passer la lumière éblouissante. Il lui dira d'attendre qu'il n'y ait plus personne autour et il pourra alors manger sa nourriture emballée en privé. Même s'il a vécu jusqu'à présent avec du simple pain, toute erreur attirera beaucoup d'attention indésirable, Caen brillant toujours à cause de l'excès d'énergie Alma dans son corps. Il ne peut plus se contrôler et finit par ouvrir un petit espace près de sa bouche pour manger la nourriture sur la table. La lumière de ce petit espace fait tourner la tête à tous les présents et marque la fin de ce qui était un déjeuner paisible pour le reste du groupe. Même en quittant le village, ils sont confrontés à d'innombrables regards, les gens demandant même à Kahan de retirer les couvertures et de montrer son visage. Courir ou bousculer n'aide pas lorsque les gens commencent à se regrouper autour de lui par curiosité. Ils sont dans le pétrin si cela a été orchestré par leurs poursuivants. Les gens, face à quelque chose d'étranger, ont tendance à d'abord chasser l'élément perturbateur. Quelque chose d'inhabituel signifie généralement des ennuis, une maladie ou le précurseur d'une calamité. Tout le monde dans le groupe d'Écarlate a la chair de poule. Maintenant que le secret est révélé, tout peut arriver. Mais nous savons que c'est une série comique. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Les villageois s'inclinent autour de Kahan avec révérence. L'ancien de cet endroit s'avance, citant une prophétie qui dit qu'un dieu descendra des cieux, et lui, avec sa bête sacrée et ses serviteurs, les conduira vers le salut. Sans surprise, en tant que protagoniste du spectacle, Kahan, l'addition. Kellin essaie de parler pour clarifier ce malentendu, mais est interrompu par Kahan, qui a un autre plan en tête. Il décide de tirer parti de cette situation et se déclare être le dieu de la prophétie, disant que Marianne et Écarlate sont ses servantes et que Pet est la bête sacrée de dissimulation des légendes. Le plan sournois fonctionne. Ils sont conduits à une grande maison et Kahan est servi avec les spécialités locales. Kahan s'accroche à cette décision sans vergogne, même après que les membres de son groupe protestent contre ce genre de mascarade. Il y a de bonnes chances qu'il découvre la vérité, et partir sera encore plus difficile si cela arrive. À ce moment-là, l'ancien entre dans la pièce, informant Kahan des préparatifs qu'il avait faits.
Tous les citoyens du village et plus encore sont rassemblés dans une grande zone attendant Kahan. Il est visiblement perplexe et subit plus de pression de la part de ses camarades, lui rappelant la gravité de la situation. Il y a des centaines de personnes rassemblées dans la zone, souhaitant assister à un miracle du dieu prophétisé venu les bénir. Que la lumière soit, dit Kahan alors qu'il brille encore plus fort. Il commence à émettre une lueur bleue maintenant, alors que de nombreux papillons volent, attirés par la lumière et la concentration d'énergie Alma. Cela passe presque pour un véritable miracle. Kahan tire pleinement parti de cet instant. Une personne parmi la foule demande au Seigneur de réaliser un autre miracle sur le puits du village, qui est à sec depuis longtemps. Kahan fait signe à Kailin ou Poséidon, son nouveau surnom pour la situation actuelle, pour cette chose. Avec l'Alma Gear en main, Kahan frappe le sol avec sa puissance, provoquant l'éclatement des roches en profondeur. L'eau souterraine jaillit. Cela doit être une autre coïncidence, mais Kahan le présente de manière très convaincante, assez satisfait de la façon dont les choses se déroulent si bien jusqu'à présent. Il salue ses nouveaux adeptes, suscitant une immense vague d'enthousiasme. Un par un, les adeptes posent des questions à Kahan, demandant ses enseignements. Elles vont de la Genèse, la création, l'état du monde, la réincarnation et plus encore. Kahan invente des réponses de nulle part et prêche sa religion de console de jeux vidéo. La religion Sparkon continue de gagner des adeptes. Elle prospère et de nouveaux locaux sont construits pour qu'il puisse continuer sa prédication. De retour dans ses nouveaux logements de temple, Kahan est entouré de nombreuses femmes, entourées d'or et d'offrandes somptueuses. Kaelin, Marianne et Écarlate entrent, demandant à lui parler seul. Les assistantes partent. Ils réprimandent Kahan pour être trop avide et lui demandent d'arrêter cette farce d'un faux dieu. Ils sont restés ici assez longtemps et Kahan oublie ses objectifs initiaux. Ramené à la réalité, tout commence à s'imprégner. Au milieu de cette introspection, l'ancien entre soudainement dans la chambre. Il presse Kahan de sortir pour s'adresser au nombre croissant de fidèles venus apprendre ses enseignements dès que possible. Vêtu de son habit cérémonial, Kahan jette un coup d'œil par une petite fenêtre à la mer littérale de gens à l'extérieur. Il y a une foule à perte de vue. Couplée aux réflexions récentes, Kahan sait que cela n'est plus tenable. Il est déjà trop difficile de partir, et plus cela dure, plus de gens rejoindront la religion, et les choses deviendront très laides une fois qu'il sera découvert comme un imposteur. Le groupe a raté l'occasion de partir parce que Kahan s'amuse. Ils mettent la tenue incognito et essaient de s'éclipser, mais sont découverts par l'ancien et quelques autres adeptes. Les excuses ne fonctionnent pas. Ils veulent l'accompagner, ce qui est, bien sûr, impossible. La foi Sparkon s'est étendue à des proportions massives en peu de temps, suffisamment pour rivaliser avec une autre grande foi dans le pays de Mira, l'ordre d'Ulga, apparemment le même ordre qui a envoyé les poursuivants après Écarlate et a soutenu le groupe incognito d'Eric avec le même, mais Écarlate et compagnie ne le savent pas. Les adeptes de Sparkon ont l'intention de demander la bénédiction de Kahan pour aller vers le sud et commencer une croisade sacrée contre l'ordre d'Ulga. La désapprobation de Kahan n'a pas beaucoup d'effet, car les rouages d'une croisade ont déjà commencé à tourner. Même s'il maintenait les idéaux pacifistes de la religion, il devait aborder l'agitation des fidèles. Kahan doit trouver quelque chose, n'importe quoi, pour que tous les fidèles détournent leur attention et leur énergie vers quelque chose qui n'entraîne pas de conflit et ne complique pas encore plus la situation pour le groupe de la princesse. Il fait une nouvelle annonce à tout le monde, leur rappelant l'ampleur de la foi et demande de nouveaux terrains et un temple pour que cette religion puisse prospérer davantage. La nouvelle Terre Sainte devait être construite sur la montagne qu'il a désignée au loin. Les problèmes immédiats sont retardés, mais il faut encore trouver un moyen sûr de quitter cet endroit afin qu'ils puissent continuer leur voyage sans blesser personne ni causer de problèmes. Alors que 3 d'entre eux discutent de ces moyens, Kaelin met à profit ses connaissances en concevant un plan pour le nouveau temple. Oui, un homme dont l'apparence ne correspond pas à la personne qu'il est à l'intérieur, il a apparemment terminé premier de sa promotion et possède un diplôme en ingénierie et en architecture, en plus d'être maître d'épée et général militaire. Cela vous fait certainement vous demander ce que vous faites de votre vie, n'est-ce pas ? Progressivement, le temple est construit sans accroc. Un grand nouveau lieu saint est créé pour les pèlerins, avec le grand temple sur la montagne à son sommet. Avec un dernier ordre, Kahan et le groupe s'envolent dans la montgolfière conçue par Kaelin qui fonctionne grâce à l'énergie Alma de Kahan. Ils parviennent à s'envoler en toute sécurité, mais les choses ne se passent pas bien car la phase de montée en puissance vient de se terminer. Alors que Kahan et les autres sont heureux maintenant car ils peuvent voyager sans paraître trop suspects, Kaelin sait et leur parle du nouveau problème à l'horizon. Le ballon utilisait l'énergie de Kahan comme propulsion. Et maintenant qu'il n'a plus d'énergie en excès, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne commence à tomber.